Jusqu'à quel point la vie est-elle capable de trouver son chemin ? Sur Terre, elle est venue au fil des âges s'immiscer jusque dans les recoins les plus hostiles, du fond obscur des océans, en passant par les abords en apparence stériles des volcans et des déserts les plus arides, jusqu'aux banquises des pôles balayées par les vents glacés. Les humains eux-mêmes ont colonisé les milieux les plus extrêmes, des bédouins du désert aux Inuits, c'est un spectre immense d'adaptations physiologiques, techniques et culturelles que notre espèce a mis en œuvre avec un fabuleux sens de l'adaptation pour survivre sur la quasi-totalité des terres émergées de notre planète. Mais qu'en est-il de l'espace ? Est-il envisageable qu'une partie de la vie terrestre quitte un jour les frontières du monde qu'il a vu naître pour s'épanouir ailleurs ? Est-il vraiment possible pour une plante, un animal, une bactérie ou même un humain du futur de naître et de grandir loin de la Terre sous une forme possiblement différente de l'actuelle et de survivre ? Bref, allons-nous tôt ou tard nous-mêmes créer de nouvelles races d'extraterrestres ? Salut les terriens! Aujourd'hui, pas de spéculation sur une hypothétique vie existant déjà ailleurs dans l'univers, mais plutôt sur l'avenir de celle que l'on connaît. La question que je voudrais soulever avec vous dans cet épisode n'a pas de réponse ferme et définitive, et ne fait pas l'objet de consensus scientifique, et pour cause, elle est de l'ordre de l'extrapolation, de l'anticipation, et ne peut donc pas être étudiée en l'état. Mais pour autant, nous ne manquons pas de pistes pour tenter au moins partiellement d'y répondre, ou de tracer les chemins du possible. Des expériences ont déjà été menées en orbite pour faire vivre et même se reproduire certains animaux dans l'espace. Des espèces extrémophiles ont montré leur capacité à hiberner sur de longues durées, même dans le vide. Alors, quel est l'avenir de la vie terrestre, et en particulier humaine à l'échelle de l'univers ? Aurait-elle une chance de conquérir de nouveaux horizons avant la fin programmée de son berceau ? Les lois de l'évolution qui ont fait de nous ce que nous sommes seront-elles capables de nous faire vivre sur d'autres mondes ? C'est un sujet immense que nous ne pourrons qu'effleurer en une vingtaine de minutes, mais je vous propose tout de même de dessiner ensemble quelques pistes de réflexion, en nous concentrant pour commencer sur deux entraves fondamentales à la vie terrestre dans l'espace, la pesanteur et les radiations. Faire de l'humanité une espèce interplanétaire, voilà le mantra répété et rabâché par les idoles du programme Starship. Ce vaisseau, avec ses 100 tonnes de charge utile expédiables jusqu'à la Lune, voire au-delà pour peu qu'on lui refasse le plein suffisamment souvent, est supposé, à terme, permettre de nous rendre, nous, humains, capables de vivre sur Mars et plus loin encore. La littérature de science-fiction ne manque pas non plus de villes spatiales géantes ni de vaisseaux générationnels partant pour d'autres systèmes, programmés pour parvenir à destination après plusieurs siècles de voyage, et donc avec un équipage constitué de la descendance de celui d'origine. D'une manière générale, on semble considérer que la conquête de l'espace à grande échelle n'est qu'une affaire de gros engins, et qu'à condition d'être capable de construire un vaisseau suffisamment grand et de posséder une propulsion suffisamment efficace, alors nous pourrons aller vivre où bon nous semble dans le cosmos et ne plus jamais revenir mettre les pieds sur Terre. Mais il y a un aspect de l'histoire que l'on a un petit peu tendance à laisser de côté, alors qu'il devrait être au centre de nos réflexions dans la mesure où il conditionne tout le reste, c'est notre nature indépassable d'être biologique terrestre. Alors c'est vrai, sur le journal de l'espace, parler biologie, c'est en général bien moins vendeur que de disserter sur de grosses fusées, surtout quand elles explosent. Et pourtant, avant de faire des plans sur la comète, sur notre avenir interplanétaire, il faudrait déjà savoir si la vie terrestre, y compris nous, humains, aurait la moindre chance de survivre à long terme à un environnement extraterrestre. Autrement dit, la vie pourrait-elle, et nous aussi pourrions-nous, au fil des générations et d'une évolution à marche forcée, à la fois nous adapter à notre nouvel environnement, que ce soit à bord d'un vaisseau au long cours ou sur une planète comme Mars, et nous y reproduire de façon viable sur de nombreuses générations ? Car ce sont là finalement les deux conditions indispensables pour faire de nous et du vivant en général un nouveau genre d'extraterrestres. Or, autant nous avons la main sur la technologie que nous produisons, dont l'évolution ne dépend que de notre imagination et notre capacité à la mettre en œuvre, autant notre biologie est issue de millions et même de milliards d'années d'évolution et d'adaptation à un milieu extrêmement spécifique, la planète Terre. Et sur ce point, nous n'avons que peu ou pas de marge de manœuvre sur ce que cette biologie sera capable de supporter ou non, et la façon dont elle parviendra à évoluer pour se fondre dans son nouvel environnement. Et en premier lieu, examinons la première de ces questions. Est-il seulement possible pour une espèce terrestre de se reproduire dans l'espace ?
Le 13 juillet 1994, à bord de la navette Columbia en orbite terrestre, s'est déroulée une première dans l'histoire de la vie terrestre. Pour cette mission, la numéro STS-65, dans la soute de l'orbiteur, a été installé le laboratoire en microgravité européen Space Lab. Ancêtre des modules scientifiques de l'ISS, l'équipage va s'y consacrer pendant les 2 semaines que dureront le vol à des expériences de microbiologie. Et parmi elles, la plus remarquée, c'est la naissance du tout premier vertébré conçu et porté dans l'espace. Cet animal n'est pas un mammifère, qui n'ont pas encore fait l'objet de telles expériences, c'est un poisson, plus précisément un médaka, un poisson d'eau douce de 2 à 4 cm de long, originaire d'Asie du Sud-Est. Alors pourquoi lui ? Eh bien d'abord parce que sa petite taille permet de l'emporter à bord dans des installations relativement légères. Ensuite, parce qu'il possède une période de gestation très courte, compatible avec la durée de l'expérience, et qu'il se reproduit de façon naturellement assez prolifique. Et enfin, parce que de tous les poissons de laboratoire que l'on a un jour essayé de faire nager en microgravité, c'est le seul que l'absence de pesanteur ne semble pas perturber outre mesure. Là où tous les autres se mettent soudain à nager en boucle et faire des loopings comme privés de tout repère, le médaka conserve des mouvements normaux et un comportement inchangé. Ainsi, les 4 poissons emportés à bord de Columbia sont devenus les premiers vertébrés à s'être reproduits intégralement dans l'espace, dans leur aquarium en microgravité. 43 œufs ont été pondus à bord, dont 8 ont éclos pendant le vol et une trentaine après l'atterrissage, donnant naissance à la première fratrie de vertébrés spatiaux. Verdict des scientifiques après leur examen approfondi, la nouvelle génération de poissons n'a montré strictement aucune différence physiologique ou comportementale notable par rapport à d'autres individus de la même espèce. La reproduction en microgravité n'a semble-t-il posé aucun problème et n'a eu aucune conséquence fâcheuse pour les bébés poissons. Alors a-t-on prouvé avec cette expérience qu'il n'y aurait aucun problème pour des humains à se reproduire dans l'espace ? Eh bien non évidemment, vous aurez sans doute noté qu'en matière de reproduction, il y a quelques différences biologiques entre humains et poissons. D'autant que dans ce cas précis, on peut noter un certain biais dans le fait d'avoir choisi le seul poisson supportant plutôt bien la microgravité. Alors comment les choses se passeraient-elles pour des mammifères et quelles conséquences peut-on anticiper pour une grossesse humaine en dehors de la planète Terre ? Bon, pour tous ceux qui se posent la question, non, il n'y a aucune donnée disponible sur d'éventuelles tentatives de conception d'enfants humains dans l'espace. Ça n'est éthiquement pas du tout le genre d'expérience que les agences spatiales peuvent se permettre de réaliser, et encore moins de publier. La seule étude que l'on s'est permis de faire à ce sujet, ce sont des comparaisons statistiques sur les astronautes ayant eu des enfants à la suite de vols de longue durée, et là-dessus, aucune différence notable n'est à relever avec les données moyennes pour des personnes du même âge. Un séjour dans l'espace ne semble pas affecter la capacité à se reproduire et à avoir des enfants en bonne santé. Tant mieux donc, mais malheureusement, ça ne nous renseigne pas tellement sur la possibilité d'une génération d'enfants extraterrestres. Les seuls mammifères ayant fait l'objet d'études sur leur capacité à se reproduire dans l'espace sont des souris et des rats, et encore, contrairement aux poissons médaka, aucun n'y a donné naissance à ces petits. Dans ce domaine, principalement 2 expériences ont été menées. La première s'est déroulée en novembre 1994 à bord de la navette Atlantis et a consisté à envoyer des femelles rats enceintes en orbite en compagnie des astronautes pendant leur mission de 10 jours avant de revenir donner naissance à leur portée de ratons sur Terre. Il n'a ici été noté aucune différence physiologique entre le groupe de rats nouveau-nés portés dans la navette et leurs homologues terrestres. Ils ont grandi normalement et n'ont pas présenté de troubles notables. En revanche, le taux de mortalité à l'accouchement a été bien plus élevé chez les femelles revenant de l'espace. Le stress lié au vol et le déconditionnement dû à ces 10 jours dans l'espace ont suffi à épuiser les rats et affaiblir certains muscles indispensables pour donner naissance à leur portée. L'accouchement a pour elles été une épreuve bien plus grande que pour les rats restés sur Terre, et certaines en sont tout simplement mortes. On note donc ici un premier effet néfaste de la microgravité, probablement transposable à une grossesse humaine. Le déconditionnement musculaire peut être une entrave sérieuse, voire dangereuse, à la naissance d'un enfant. Donc accoucher pendant ou après un séjour en microgravité, ou sur un monde à la pesanteur trop faible, présenterait un risque grave. Une seconde expérience a été faite, cette fois avec des embryons de souris au tout premier stade de leur développement, envoyés congelés à bord de l'ISS pour 4 jours avant de redescendre sur Terre pour être analysés en laboratoire. Les souriceaux ne sont pas nés, mais la croissance de ces embryons a été comparée, ici aussi, avec un groupe de contrôle resté sur Terre, et aucune différence significative n'est apparue, montrant que la microgravité n'affectait pas les premières phases du développement de l'embryon.
Mais avec des durées de quelques jours seulement, ces expériences ont certes montré les effets de l'absence de pesanteur sur le développement de petits mammifères, mais ils n'ont pas donné d'informations significatives sur ce qui est sans doute le principal danger de l'espace, à savoir les effets des radiations. Et oui, car un bébé humain met bien plus de temps à se développer qu'un souriceau, et en 9 mois, la dose de radiation absorbée en orbite dans l'ISS, ou pire encore en dehors du champ magnétique terrestre, serait de loin supérieure à celle subie par nos souris en 10 jours, et globalement à tout ce qu'un enfant humain connaît normalement sur Terre. Alors il n'y a bien sûr aucune étude systématique en laboratoire disponible sur le sujet, car heureusement, personne ne s'amuse à irradier des femmes enceintes pour le plaisir de voir de quels maux souffriront leurs enfants. Par contre, des statistiques existent bel et bien sur les effets des radiations, car dans certains cas, comme pour le traitement d'un cancer, il s'est avéré qu'une future mère ait dû subir, pour raison médicale, des irradiations pendant sa grossesse. Et là, le verdict est clair, l'effet des radiations sur la croissance d'un fœtus est extrêmement néfaste, surtout si celles-ci sont absorbées dans les 2 premières semaines de son développement. Les conséquences vont de la fausse couche aux malformations, en passant par les retards de développement et les risques de cancer. En bref, une grossesse dans l'espace ou sur une planète comme Mars, ne disposant pas d'un champ magnétique et d'une atmosphère suffisant pour protéger des radiations cosmiques, reviendrait à une sorte de roulette russe pour l'enfant à venir, et il paraît totalement impensable dans ces conditions de donner naissance à une nouvelle génération hors de la Terre pour prendre la relève de leurs parents. Note donc pour la conception de nos cités martiennes et autres vaisseaux générationnels supposés assurer la dissémination de l'espèce humaine dans l'espace, il va falloir prévoir des blindages conséquents contre les radiations et des façons de ne pas perdre notre conditionnement musculaire, sans quoi notre fantasme d'humanité multiplanétaire risque de tourner court assez rapidement. Ce n'est donc pas un scoop, nos hypothétiques premières générations d'humains dans l'espace n'auraient pas d'autre choix que de continuer à se protéger de l'hostilité de leur nouveau milieu à grand renfort de technologie. Blindage électromagnétique, système de support vie, gravité artificielle, nous ne sommes en l'état pas du tout faits pour vivre ailleurs que dans le délicat cocon de notre planète. Mais qu'en serait-il de l'avenir? Peut-on imaginer par exemple que l'évolution fasse de nos lointains descendants des êtres capables de résister naturellement aux radiations dont l'espace est saturé? Cela peut, à première vue, avoir l'air d'une question un peu absurde, car les radiations s'attaquent à ce qui nous définit au niveau le plus profond, à savoir notre ADN. Il peut paraître illusoire qu'un chamboulement permanent de nos gènes puisse être contré par une quelconque évolution de ceux-ci, et pourtant, laissez-moi vous parler maintenant de Deinococcus radiodurans. Deinococcus radiodurans est aussi surnommé la bactérie Conan par ceux qui l'étudient, en référence bien sûr à Conan le Barbare, l'indestructible personnage qui a fait connaître Arnold Schwarzenegger. Et je vais d'ailleurs moi aussi l'appeler Conan, cette petite bactérie, parce que Deinococcus radiodurans c'est un peu long et pas vraiment aussi classe. Conan donc a été, comme la plupart des étrangetés de la science, découverte un peu par hasard. En 1956, un certain monsieur Anderson, qui effectue des recherches sur les méthodes de conservation des aliments, a la bonne idée de stériliser des conserves de viande par de fortes doses de rayons gamma. Ceci étant supposé être mortel pour tout être vivant, ça lui a l'air d'une bonne idée, mais la viande continue de se détériorer. Et la cause de sa décomposition ne tarde pas à se révéler, une bactérie encore inconnue que les rayons ionisants semblent laisser parfaitement indifférente. Quelques expériences plus tard, on réalise que Conan est capable d'encaisser sans sourciller des doses de radiation 1000 fois plus élevées que celles fatales à l'être humain et à la plupart des mammifères. Mais ce n'est pas tout, elle résiste aussi à une exposition au vide, aux milieux acides, aux ultraviolets, aux températures extrêmes, qu'elles soient chaudes ou froides, ou encore au dessèchement et à l'absence prolongée de nourriture. En bref, Conan est increvable, et si on parle souvent du tardigrade comme l'animal indestructible par excellence, eh bien là, il semblerait qu'il ait trouvé son maître. Mais alors, comment Conan se protège-t-elle des radiations ionisantes? Celles-ci, pour rappel, ont pour effet de venir jouer au chamboule-tout avec nos gènes, qu'elles brisent en traversant nos cellules, avec pour conséquence des mutations qui au mieux les tuent, et au pire sont à l'origine de cancers qui viennent à bout de l'organisme tout entier. Mais Conan ne les vit pas de la même façon, car Conan a développé une capacité absolument hors norme dans l'histoire du vivant, celle de réparer à grande vitesse son propre ADN. Ainsi, les rayons ionisants provoquent bien chez elle les mêmes dégâts que chez nous, mais aussitôt détectée, une séquence d'ADN endommagée est prise en charge par un véritable arsenal de mécanobiologiques qui vont commencer par expulser la séquence abîmée, puis en 12 à 14 secondes seulement la régénérer à partir de copies stockées elles aussi dans le noyau de la bactérie. Pour le dire autrement, elle a des sauvegardes et elle est capable de faire le ménage dans son propre génome.
Un super pouvoir qui semble-t-il n'est pas apparu à l'origine pour faire face aux radiations, car il n'existe pas sur Terre de milieu naturel qui demande une telle résistance, mais plutôt pour faire face au danger du dessèchement qui peut avoir des conséquences similaires sur l'ADN. L'évolution peut donc bel et bien amener un organisme à résister aux pires conditions, y compris les radiations ionisantes qui rendent l'espace et la surface de Mars aussi hostiles pour nous. Alors peut-on rêver à de lointains descendants pour qui il serait devenu naturel de se balader sans blindage parmi les mondes du système solaire et que les radiations n'affecteraient plus ? Eh bien, en ce qui concerne les lointains descendants de Conan la bactérie, pourquoi pas, mais nous allons voir ça plus loin. Pour ce qui est des nôtres, en revanche, en l'état de nos connaissances, ce serait oublier le principe fondamental de l'évolution naturelle. Revenons donc, si vous le voulez bien, aux bases de la mécanique darwinienne. Lorsque l'évolution permet à une espèce colonisant un nouveau milieu d'adopter des caractéristiques avantageuses pour s'y acclimater, il ne s'agit pas d'un effet de transformation un peu magique de toute la population. L'évolution repose avant tout sur un principe de sélection. Par exemple, lorsque les ours des forêts de couleur plutôt brune ont commencé à s'approprier les espaces du Grand Nord, il s'est rapidement avéré qu'une fourrure blanche serait un avantage indéniable en termes de camouflage sur la banquise. Mais tous les ours bruns ne se sont pas mis comme par miracle à devenir blancs d'une génération à l'autre, il s'est seulement avéré que certains sont nés avec une fourrure plus claire, ce qui rentre dans le cadre des variations génétiques normales au sein d'une espèce. Il s'est alors avéré que les plus clairs avaient de meilleures chances de survie car ils étaient mieux camouflés et donc avantagés au moment de chasser leur nourriture. Ainsi, mieux alimentés, ils ont eu de meilleures chances que leurs congénères sombres de se reproduire, et plus d'oursons clairs sont donc nés à chaque génération. Et petit à petit, les ours sombres se sont éteints pour laisser la place à des ours de plus en plus blancs et donc adaptés à leur nouveau milieu. Il y a alors deux choses à retenir de cet exemple. D'abord, pour que cette sélection fonctionne, il faut une population nombreuse. Le fait qu'un couple ours brun déménage dans le Grand Nord ne rend pas ses enfants blancs. Il a fallu, pour parvenir à ce résultat, une population suffisamment importante pour que parmi de nombreuses variations génétiques possibles apparaisse finalement celle qui allait prendre le pas. Ensuite, nos ours n'ont pas été soudain largués dans un environnement entièrement hostile, encore moins mortel. S'ils ont eu le temps d'évoluer ainsi, c'est que les premières générations d'ours bruns ont été capables en premier lieu de survivre malgré des difficultés plus grandes dues à leur couleur. Les blancs se sont seulement révélés avoir un avantage sur eux qui les ont rendus prédominants. Il a donc fallu confronter l'espèce à son nouveau milieu pour faire émerger cette nouvelle branche parmi les ours. Or, notre milieu spatial est bien plus hostile pour nous que le Grand Nord pour les ours, et je ne pense pas que nous humains irions jusqu'à nous exposer volontairement et en grand nombre à un environnement provoquant massivement cancer et malformations pour voir si, par miracle, une mutation dans le genre de celle de la bactérie Conan ne finirait pas par apparaître au bout de quelques siècles ou de quelques milliers d'années de souffrance, permettant enfin à un petit sous-groupe de pouvoir vivre normalement tandis que les autres continuent de mourir misérablement jusqu'à disparaître. Il y a à parier que si nous envoyons des colons sur Mars, nous ferons au contraire tout pour leur assurer des conditions de vie aussi correctes que possible, en particulier en les protégeant des radiations. Et si la population n'est pas soumise aux difficultés liées à son environnement, alors elle n'a aucune raison d'évoluer pour y faire face. Sur Terre, l'humanité présente effectivement des variations morphologiques d'une région à l'autre qui ont à un moment avantagé leurs populations respectives, mais les changements de milieu ont été progressifs à mesure des grandes migrations de l'histoire et jamais nous n'avons été soudain contraints de vivre dans un milieu aussi radicalement hostile que l'espace. Bref, même si des organismes terrestres comme Conan semblent armés pour faire face à des conditions extrêmes, et en particulier aux radiations, les mécanismes de l'évolution par sélection darwinienne ne semblent pas en mesure d'adapter une espèce comme la nôtre à l'environnement martien. Où que nous allions, il nous faudra recréer artificiellement les conditions que nous connaissons ici, sur Terre, et s'il s'avérait que nous devions effectivement devenir une espèce multiplanétaire, nous resterions à jamais sous perfusion technologique pour assurer notre survie la plus élémentaire. Mais est-ce pour autant un arrêt définitif pour l'expansion de la vie terrestre ? Eh bien, pas forcément, car si nous humains sommes clairement totalement dépendants du confort de l'environnement terrestre, d'autres organismes, plus rustiques et résistants comme notre bonne vieille bactérie Conan, pourraient en revanche tenter leur chance. Et pourquoi s'en sortirait-elle mieux que nous ? Tout simplement parce que, en plus d'être naturellement plus résistante que nous, elle ne s'encombrerait pas des complications éthiques qui nous freineraient, dans notre exemple précédent, sur le nombre de morts nécessaires à trouver le bon chemin génétique. Imaginons un instant le scénario suivant. Dans un futur plus ou moins lointain, une base humaine de petite taille est installée sur Mars. Non pas pour s'y installer définitivement, puisque ça semble compromis, mais plutôt pour des missions scientifiques de quelques mois ou années, à l'image de ce qui se fait aujourd'hui en Antarctique.
Pour minimiser les risques de santé de l'équipage, cette base a été installée dans un ancien tunnel de lave, dans un environnement à peu près clément pour la vie terrestre. Ce que les humains n'ont pas vu, c'est une petite fuite d'eau dans un système de support vie, et peu à peu, une petite stalactite de glace apparaît. Cette eau est contaminée par des bactéries terrestres, et peut-être parmi elles quelques-unes dans le genre de Conan, capables de vivre dans un froid extrême et une pression faible. Il est possible alors d'imaginer ces bactéries colonisant d'abord les parois extérieures de la base, où elles profiteraient d'un certain apport de chaleur et d'eau. Ces bactéries seraient vite possiblement nombreuses, voire très nombreuses, et elles n'auraient pas le moindre remords à laisser mourir des milliers ou des millions d'entre elles. De la cloison de la base aux rochers environnants, de ces rochers à ceux du tunnel d'accès, puis du tunnel d'accès à la surface, les transitions de milieu resteraient progressives au fil des générations. Or, grand nombre d'individus et variations progressives d'environnement, voilà le combo gagnant pour qu'une adaptation par sélection naturelle devienne envisageable, faisant de ces bactéries les premiers organismes venus de la Terre capables de survivre de façon autonome sur une autre planète, et ce n'est même pas de la science-fiction pour le coup, car c'est bien à cause de cette éventualité que toutes les sondes spatiales destinées à se poser sur Mars ou tout autre corps du système solaire sont au préalable stérilisées avec des standards comparables à ceux des blocs chirurgicaux. Il ne s'agit bien sûr pas de contaminer son sujet d'étude, surtout quand celui-ci a la possibilité d'abriter une vie non terrestre. Et voilà les terriens, la vie terrestre pourrait-elle trouver son chemin vers d'autres mondes? Nous, humains, serons probablement toujours dépendants de notre arsenal technologique, mais pour ce qui est de la vie bactérienne, aucune porte n'est à fermer. Et une fois que les bactéries ont envahi un milieu, ce n'est qu'une question de temps avant que des organismes plus complexes aient une chance d'apparaître. Alors, allons-nous créer des extraterrestres? Ce n'est finalement pas entièrement impossible. Bon, nous n'avons bien sûr fait qu'effleurer la première page de l'introduction du livre qu'il y aurait à écrire sur le sujet, mais j'espère vous avoir tout de même donné quelques pistes de réflexion sur l'avenir de la vie dans le système solaire. Nous voilà en tout cas arrivés à la fin de cet épisode. J'aimerais vous rappeler que les émissions du lundi sont préparées avec la plume incroyable de Thomas, qui se creuse la tête pour vous proposer chaque semaine de nouveaux sujets. Merci d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout, n'oubliez bien sûr pas le pouce, l'abonnement, la cloche, et pour toutes vos questions et remarques sur ce sujet fascinant, l'espace commentaire est à vous. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite. Ciao les terriens!